De Morty qui a failli détruire la chronologie à cause d'un béguin, à Rick qui a inventé un multivers entier juste pour ne pas avoir tort. Voici la répartition complète de l'intelligence de chaque personnage dans Rick et Morty, classé de Jerry au plus intelligent. En commençant par Jerry Smith, il n'a jamais été le plus intelligent, mais il est trop inconscient pour s'en rendre compte. Alors que tous les autres personnages de l'univers de Rick et Morty se débattent avec les complexités hallucinantes du voyage interdimensionnel, le plus grand défi de Jerry est de comprendre comment utiliser une boîte Mi-6 sans provoquer une prise d'otage à l'échelle de la ville. Sa vie représente une longue et ininterrompue série d'autosabotage. Dans un univers où Rick Sanchez peut créer des civilisations entières et Morty a développé des instincts de survie pour naviguer parmi les horreurs cosmiques, Jerry est spectaculairement et presque impressionnamment incompétent pour les tâches les plus banales. Dès le tout début de Rick et Morty, Jerry Smith a été établi comme le maillon faible de la famille. Il est connu pour ses difficultés à trouver un emploi et à créer des liens avec sa famille, mais il est aussi capable d'héroïsme en temps de crise. En fait, il a sauvé sa famille en de rares occasions. La tendance de Jerry à abandonner dans les situations difficiles est devenue problématique lorsqu'il a demandé à une créature humanoïde bleue de l'aider à améliorer son jeu de golf, et qu'en réalisant qu'il était mauvais au golf, il a cessé de poursuivre ses objectifs. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Jerry ne trouve pas ou ne garde pas de travail longtemps, car il abandonne toujours à mi-chemin. Les Messiques ont été spécifiquement conçus pour aider les gens avec des tâches simples. Rick a averti la famille Smith de garder leurs tâches simples car si un Messix n'a pas de but au début de son existence, il semble par défaut prendre le but du Messix précédent. Beth demande à son Messix de l'aider à être une femme plus accomplie. Summer veut devenir populaire à l'école, mais Jerry demande quelque chose de plus simple, réduire de 2 coups son score au golf. Ce qui aurait dû être la plus simple des requêtes se transforme en un cauchemar existentiel qui menace la sécurité de toute la famille, car être mauvais au golf et son refus de s'entraîner formaient une combinaison impossible. Ce fut le moment où la méconnaissance fondamentale de Jerry des liens de cause à effet devint une situation mortelle pour tout son entourage. Ce qui suit est l'une des séquences les plus chaotiques de l'histoire de Rick et Morty, et tout cela est la faute de Jerry. Cependant, Jerry a du mal à s'améliorer au golf malgré l'entraînement de ses Messiques. Jerry est prêt à abandonner, mais son Messix ne peut cesser d'exister tant qu'il n'a pas terminé sa tâche et décide d'invoquer un autre Messix pour l'aider. La situation dégénère complètement alors que le refus de Jerry de reconnaître ses propres limites crée une crise exponentielle quand Monsieur Messix appuie sur le bouton de la boîte. Messix et qu'un autre Monsieur Messix apparaît. La belle ironie ici, c'est que Jerry admet en fait qu'il est nul, mais au lieu de travailler à s'améliorer, il l'accepte comme un fait immuable de l'univers. Plus les Messiques restent en vie, plus ils perdent la raison. Et Jerry, étant Jerry, ne semble pas saisir l'urgence de la situation. Alors que les Messiques de Beth et Summer accomplissent leurs tâches et disparaissent en quelques heures, l'incompétence de Jerry provoque ce qui s'apparente à une crise de santé mentale interdimensionnelle. Lorsque Jerry décide qu'il en a assez et quitte les Messiques de plus en plus désespérés pour aller dîner avec Beth, la situation atteint son point le plus ridicule. Jerry dîne avec Beth, disant aux gagnards qu'ils sont plus préoccupés par son golf que lui. C'est du Jerry tout craché. Créer un problème, l'aggraver par négligence, puis se décharger de toute responsabilité lorsque la situation dégénère. Le point culminant fut lorsque les Messiques ont pris d'assaut le restaurant où dînaient Jerry et Beth, poussés à la folie par ce dernier. La horde de Mr. Messix déferle sur le restaurant tandis que Jerry et Beth s'échappent dans la chambre froide du restaurant et les Mr. Messix commencent à prendre des otages pour le faire sortir. L'homme qui n'a pas réussi à améliorer son swing de golf de 2 coups a maintenant créé une prise d'otage. Alors il fait la chose la plus Jerry qui soit et demande pourquoi il est médiocre. Comme si c'était quelque chose qui lui était arrivé plutôt qu'en raison de ce qu'il est en tant que personne. La résolution intervient lorsque Jerry démontre enfin que son swing de golf s'est amélioré en utilisant une installation de fortune dans le restaurant. Jerry sort du congélateur et utilise un tuyau sectionné et une tomate pour prouver que son swing s'est amélioré. Les Mr. Messix célèbrent et disparaissent, tous sauf un pointilleux, Mr. Messix, qui prend un otage et demande à voir le petit jeu de Jerry. Mais Jerry n'y arrivait jamais vraiment, car il y avait toujours un détail qu'il n'avait pas pris en compte. La réaction de la famille nous dit tout ce que nous devons savoir sur la place de Jerry dans leur monde. Ils sont devenus fous quand ils n'ont pas pu enlever 2 coups au jeu de golf de Jerry. Ils se sentaient mal, et le renvoi de Rick va droit au but en disant que c'est simplement factuel.
L'incompétence de Jerry est si notoire que le fait qu'il ait failli causer plusieurs morts à cause de leçons de golf est à peine considéré comme inhabituel. L'incident Miss X résume assez bien le rôle de Jerry tout au long de la série. Son problème fondamental est qu'il intellectualise des choses simples tout en ignorant complètement des réalités complexes. Il peut intellectualiser le concept paradoxal de la relaxation, mais il ne peut pas comprendre que demander à des créatures magiques de réparer son jeu de golf pourrait avoir des conséquences. Ce schéma se répète tout au long de la série. Lorsque la Fédération Galactique a pris le contrôle de la Terre et que l'humanité a sombré dans une dystopie totale, Jerry Smith a vu une opportunité de gravir les échelons de l'entreprise au lieu de protéger sa famille. Au lieu de se demander pourquoi les extraterrestres le voulaient ou ce qu'ils comptaient faire de l'humanité, Jerry se complaisait dans l'idée qu'il était enfin spécial. Son chômage devient un thème récurrent qui illustre parfaitement son approche de la résolution de problèmes. Il ne semble jamais pouvoir souffler ou trouver un emploi. Cependant, une théorie suggère que son poste spécifique au sein de la Fédération Galactique a pu contribuer à son incapacité à trouver du travail sur Terre. Essentiellement, grâce à l'expérience de Jerry en marketing, la Fédération Galactique en a profité pour créer du contenu pour les masses. Dans l'épisode « Something Wicked This Way Comes », les insécurités de Jerry le poussent à aider son fils Morty sur un projet scientifique, pour lequel il refuse obstinément d'admettre que Pluton n'est plus une planète. Cela se termine par son enlèvement et celui de Morty vers Pluton. La méthode scientifique de Jerry était la suivante. Si les experts ne sont pas d'accord avec ce qui lui fait plaisir, c'est que les experts ont tort. C'est exact. Il est possible d'être en désaccord en science, Morty. Pluton était une planète. Quelques membres d'un comité d'arrogants sont en désaccord. Je ne suis pas d'accord non plus. Le trait distinctif de Jerry est qu'il ne pose pas de questions, car les réponses pourraient ruiner le fantasme. Face à un chat parlant qui cachait de sombres secrets, Jerry ne paniqua pas et n'appela pas à l'aide. Il n'a même pas demandé comment ni pourquoi le chat pouvait parler. Il a juste accepté et a dit oui à des vacances spontanées en Floride. Plus tard, quand Rick scanna l'esprit du chat et y vit quelque chose de si horrible qu'il en perdit presque la parole, Jerry ne voulut rien savoir. Il a volontairement fait effacer sa mémoire car il ne supportait pas l'inconfort de connaître la vérité. Ceci démontre ce qui fait de Jerry le personnage le plus stupide de Rick et Morty. Il pense qu'être choisi signifie avoir raison. Il pense que ne rien faire est la solution la plus sûre. Et le pire, c'est qu'il pense que l'échec n'est que de la malchance et jamais de sa faute. Jerry privilégie constamment le confort à l'évolution, la validation à la vérité et le déni à l'introspection. L'épisode de Jerry avec les mystiques est l'une des études de personnages les plus parfaites de la série, montrant exactement comment quelqu'un peut transformer une simple requête en un désastre mortel par pure incompétence. Son QI estimé 85. Une intelligence inférieure à la moyenne combinée à une absence totale de conscience de soi et une aversion pathologique pour l'apprentissage. Jerry représente le dangereux croisement de la stupidité et d'une confiance obstinée. Si c'est ainsi que la barre est placée si bas au début, attendez de voir les personnages qui pensent que se cloner les rend émotionnellement stables. Abonnez-vous maintenant si vous êtes prêts. Mais son parcours du chômage à l'insignifiance cosmique ne fait que commencer, car nous avons ensuite un personnage qui pourrait être assez intelligent pour reconnaître ses propres limites, contrairement à notre pauvre Jerry inconscient. Mr. Poopy Butthole. Plus on le regarde, plus il est évident que Mr. Poopy Butthole est un régal pour les yeux. Ce personnage existe pour réagir. Il apparaît, crie quelque chose de joyeux, se fait tirer dessus, puis disparaît jusqu'à la prochaine apparition. Mais si l'on met ses choix bout à bout, cela révèle un comportement impulsif auquel on ne peut s'attendre que de la part de Rick. Monsieur Poopy Butthole agit comme quelqu'un qui lirait des fiches pour la première fois, traversant des situations dangereuses sans en comprendre les enjeux. Il survit par accident et s'effondre dès qu'on lui demande de prendre des initiatives. Sa caractéristique principale révèle son incapacité totale à anticiper ou à apprendre des expériences catastrophiques. Wayne Poopy Butthole, plus communément appelé Mr. Poopy Butthole, et anciennement professeur Poopy Butthole, est un ami de longue date de la famille Smith et un personnage récurrent dans Rick et Morty. Il brise généralement le 4e mur pendant la série et est le seul autre personnage à le faire en dehors de Rick et d'autres à certaines occasions. Il s'adresse souvent au public dans les scènes post-génériques après un final de saison, où il parle de ce qui vient de se passer dans l'épisode ainsi que de sa vie personnelle avant d'encourager le public à se brancher pour la prochaine saison.
Ce qui rend Monsieur Poopy Butthole fascinant, c'est la façon dont il gère les traumatismes et les crises. Plutôt que de développer des mécanismes d'adaptation ou d'apprendre de ses expériences, il réinitialise simplement son état émotionnel et continue comme si rien de fondamental n'avait changé. Sa personnalité insouciante reste la même tout au long de la série, suggérant soit une profonde sagesse, soit une déconnexion totale de la réalité. L'exemple parfait de la stupidité réactive de Mr. Poopy Butthole nous vient de l'épisode Total Recall, où la famille fait face à une invasion de parasites implantant des souvenirs. La maison des Smith devient le point de départ pour distinguer les vrais amis de la famille des menaces extraterrestres qui implantent de faux souvenirs. La tension monte à mesure que la paranoïa se propage et que les membres de la famille commencent à tuer quiconque semble trop beau pour être vrai. Beth devient de plus en plus méfiante. Rick arme tout le monde et la situation dégénère en violence. Monsieur Poopy Butthole existe en plein milieu de ce chaos joyeux et familier, mais étrangement décalé. On pourrait même le prendre pour un autre parasite, car il semble trop bien placé pour que ce soit une coïncidence. La situation fait de lui une cible évidente d'élimination, surtout quand tous les autres sont systématiquement assassinés pour être suspects. Pendant le confinement, Monsieur Poopy Butthole ne semble pas conscient du danger qui l'entoure. Rick appuie sur un bouton de sa montre et toutes les portes et fenêtres de la maison sont scellées par des boucliers anti-explosion. Au lieu de reconnaître qu'il s'agit d'une situation potentiellement mortelle, Monsieur Poopy Butthole la traite comme un inconvénient mineur. Sa réaction au fait d'être piégé lors d'une chasse aux parasites démontre à quel point il est déconnecté de la réalité. Alors que tout le monde devient paranoïaque, Monsieur Poopy Butthole reste inconsciemment joyeux tout en partageant des souvenirs hors de propos et en se rendant encore plus suspect. À ce moment-là, Beth était convaincue que Monsieur Cacaboudin devait être un parasite, alors elle lui tire dessus à bout portant. Les photos deviennent la méthode de la famille pour déterminer qui est réel. Et lorsque Beth fait défiler ces images, elle découvre que Monsieur Cacaboudin n'est dans aucune des photos. Cela aurait dû être son moment pour s'expliquer, pour fournir des preuves, pour se sauver par une réflexion rapide. Au lieu de cela, Monsieur Poopy Butthole retourne l'accusation sans comprendre qu'il se rend encore plus suspect en lui disant qu'elle n'est dans aucun des siens non plus, confirmant ainsi les soupçons de Beth, qui sort alors l'une des armes laser de Rick et tire sur Monsieur Poopy Butthole au niveau de l'abdomen, ce qui le projette à travers la pièce contre un mur. La famille panique quand il commence à saigner, prouvant qu'il n'était pas un parasite. Cette scène montre exactement comment Monsieur Serviette fonctionne. Il traverse des situations dangereuses sans en comprendre les conséquences. Il n'avait aucun plan pour survivre à une chasse aux parasites, aucune stratégie pour prouver qu'il n'était pas l'un d'entre eux, et aucune conscience que d'être la personne la plus suspecte dans la pièce pourrait lui valoir une balle. Après le générique, nous voyons Monsieur Poopy Butthole se remettre à l'hôpital. Et plutôt que de réclamer justice, de porter plainte ou même de chercher une explication pour le fait que Beth lui ait tiré dessus, Monsieur Poopy Butthole leur pardonne simplement et passe à autre chose. Sa réaction immédiate au traumatisme révèle la nature réactive qui définit toute son existence. L'ensemble de son arc narratif révèle la limitation fondamentale de l'intelligence réactive. Après plusieurs saisons d'absence, Monsieur Poopy Butthole revient avec une canne, une claudication et une famille que nous n'avons jamais vues auparavant. Il parle de sa chute, révélant avec désinvolture qu'il a perdu son emploi, est devenu accro aux pilules et a fait fuir sa femme et son fils. Le plus étrange, c'est qu'il blâme le public. Personne n'a demandé cette mise à jour, mais il apparaît, vide son sac devant la caméra, puis disparaît à nouveau. Le schéma se répète à presque chaque apparition. Dans la saison 4, il apparaît en tant que professeur Poopy Butthole devant un petit groupe d'étudiants. Il l'attaque presque aussitôt, et nous assistons à une incroyable démonstration d'arts martiaux agiles alors qu'il esquive les coups de poing au ralenti et les bat tous brutalement avec sa canne. Son apparition dans la saison 7 montre une détérioration complète, cependant. Monsieur Cacaboudin apparaît complètement dérangé, ouvertement suicidaire et s'accrochant à tout ce qu'il peut trouver de sens. Il accepte un poste d'enseignant, se fait virer et blâme tout le monde sauf lui-même. Le fait qu'il raconte sa propre misère démontre à quel point il se déconnecte de la relation de cause à effet. L'égoïsme soudain de Mr. Poopy Butthole dans la saison 7 vient peut-être du fait qu'il est probablement la variante de la dimension parmesan plutôt que le même personnage que nous suivons. L'aspect le plus révélateur de l'évolution de son caractère est son incapacité totale à briser les cycles destructeurs. Chaque apparition suit le même schéma. Il arrive joyeusement,
se retrouve pris dans des circonstances indépendantes de sa volonté, en subit les conséquences, puis gère le traumatisme comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre. Sa relation avec la rupture du quatrième mur révèle une autre de ses limites. Monsieur Serviettenstein s'adresse souvent au public dans les scènes post-génériques, mais contrairement aux métacommentaires sophistiqués de Rick, ses observations sont superficielles et déconnectées de toute compréhension plus profonde. Il a de bonnes intentions et souffre sincèrement, mais il manque d'intelligence pour se protéger ou améliorer sa situation. C'est presque comme regarder quelqu'un essayer de traverser un ouragan avec un parapluie sans être préparé à la réalité à laquelle il fait face. Le QI estimé de Mr. Poopy Butthole, 88, lui permet des interactions sociales de base et une efficacité surprenante dans les confrontations physiques, mais il est totalement incapable d'anticiper les conséquences ou d'apprendre de traumatismes répétés. Son intelligence réactive le maintient en vie, mais il n'est jamais en sécurité. Il est brillamment incompétent, du moins comparé à notre prochain personnage, qui réussit d'une manière ou d'une autre à prendre de mauvaises décisions, même lorsqu'on lui donne les bonnes réponses. Beth Smith, son intelligence est incontestable. C'est l'une des personnes les plus intelligentes de la famille. C'est une chirurgienne qualifiée, une leader confiante et rapide à affirmer sa dominance dans presque toute conversation. Mais l'intelligence seule ne mène pas à de bonnes décisions. Avec Beth, son plus grand défaut est de constamment confondre le contrôle et la clarté. Elle ne veut pas comprendre la situation. Elle veut le gagner. La plupart de ses mauvaises décisions découlent de cette priorité déformée. Beth gère les traumatismes en les transformant en fierté. Au lieu de se sortir des situations toxiques, elle s'y enfonce davantage pour prouver qu'elle est assez forte pour survivre. Ça pourrait marcher avec des chevaux, mais ça ne marche pas dans une famille avec Rick. Son intellect devient une arme pour protéger son ego, plutôt que pour améliorer sa vie, créant une combinaison dangereuse d'intelligence élevée et de dysfonctionnement émotionnel complet. Elle est la troisième antagoniste de Rick et Morty, la fille de Rick C31, la femme de Jerry et la mère de Summer et Morty. Elle travaille également comme vétérinaire à l'hôpital Cusopsipal spécialisé en chirurgie équine, un travail qu'elle estime intérieurement indigne d'elle et pour lequel elle est souvent sur la défensive lorsque sa carrière est comparée à la médecine humaine. Plusieurs épisodes ont traité du profond mécontentement de Beth à l'égard de sa vie, découlant de sa conviction qu'elle s'est contentée de son mariage, de sa famille et de son travail. Adulte, elle voulait devenir chirurgienne cardiaque, mais cela ne s'est jamais produit car elle est allée au bal de promo avec Jerry et tombée enceinte de son premier enfant et unique fille, Summer. Elle aurait peut-être aimé poursuivre ses études de médecine pour devenir une vraie doctoresse, mais, en réalité, Beth a un complexe de supériorité. Elle se croit supérieure aux autres pour cacher ses insécurités. La préférence évidente de son père génial pour elle par rapport à son mari idiot, comme Rick aime à le dire, a nourri son sentiment de supériorité, en particulier envers Jerry. La stupide intelligence de Beth vient, pour commencer, de sa relation avec la thérapie et l'introspection. Dans l'épisode Pickle Rick, la famille assiste à une séance de thérapie sans Rick, et Beth passe toute la séance à essayer de prouver que leur dysfonctionnement est sophistiqué plutôt que nuisible, cherchant juste à gagner la séance. Les choses commencent à s'envenimer alors que le Dr. Wong tente de s'attaquer aux vrais problèmes de la famille. Beth rejette toute observation sur son état émotionnel fermé, affirmant que c'est mieux que de faire de ses problèmes ceux des autres. Lorsque le Dr. Wong suggère que la version partagée de Rick et Beth pour l'émotion et la vulnérabilité est à l'origine des problèmes de la famille, Beth se met immédiatement sur la défensive. Le Dr. Wong pose des questions simples et suggestives sur les raisons pour lesquelles Rick s'est transformé en cornichon pour éviter la thérapie, et Beth se contente de justifier. Elle rationalise la situation pour éviter d'affronter la douloureuse vérité que son père a menti et devient hostile, traitant la séance de thérapie comme un débat qu'elle doit gagner à tout prix. La réponse de Beth en dit long sur qui elle est. Beth ne tient pas compte de ses similitudes avec Rick et se montre plus défensive envers lui lorsque le Dr. Wong souligne comment Rick utilise son intelligence pour éviter de prendre contact avec son côté émotionnel. Cet échange révèle le problème fondamental de Beth. Elle confond l'indisponibilité émotionnelle avec la force. Son intelligence lui dit que le comportement de Rick est destructeur, mais ses besoins émotionnels l'emportent sur son évaluation rationnelle. Elle choisit d'admirer l'indépendance toxique de Rick car reconnaître son dysfonctionnement signifierait affronter le sien. Lorsque le Dr. Wong termine son analyse de la façon dont Rick utilise l'intelligence pour justifier son évitement du travail émotionnel, Rick reste silencieux et assimile réellement le feedback.
mais Beth ignore toute la séance. Après leur départ, elle et Rick se moquent du Dr. Wong et prévoient d'aller boire, ignorant complètement les conseils de Morty et Summer de reprendre la thérapie. Le schéma se répète dans les ABC de Beth, où Rick révèle ses tendances sociopathes d'enfance. La réponse de Beth révèle sa rationalisation, mue par l'intelligence, lorsqu'elle est confrontée à la preuve de son comportement troublant d'enfant, comme la liste d'armes que Rick lui a demandé quand elle était petite. Après la séance de thérapie, la réaction de Beth montre son incapacité totale à traiter la critique de manière constructive. Plutôt que de prendre en compte les observations du Dr. Wong, elle considère toute cette expérience comme une validation de sa supériorité. Son renvoi révèle comment elle utilise son intelligence pour maintenir ses barrières défensives. La réponse de Beth révèle également son évitement fondamental de la responsabilité lorsque Rick lui donne la possibilité de se cloner et de quitter la Terre. Elle accepte, mais choisit délibérément de ne pas savoir quelle version est restée, car elle dit que c'est valorisant de se faire confiance de toute façon. Mais au fond, elle fuit ses responsabilités parce qu'elle s'en voudrait d'avoir été si lâche si elle savait qu'elle était restée, et elle remettrait en question son rôle de parent si elle savait qu'elle était partie. Ne pas savoir lui donne une excuse plausible. Cette décision révèle comment l'intelligence de Beth nuit à son propre développement. Elle est assez intelligente pour reconnaître la voie de sortie que Rick lui offre, assez habile pour structurer l'arrangement de manière à protéger son ego, mais trop émotionnellement immature pour faire un choix authentique concernant sa vie. L'habitude de Beth d'utiliser son intelligence pour éviter la croissance émotionnelle crée une cascade de problèmes dans toutes ses relations. Son obsession à ne pas vouloir ressembler à sa mère la pousse à reproduire exactement les mêmes schémas dysfonctionnels. Elle rabaisse Jerry de la même manière que sa mère rabaissait son père. Elle reste dans un mariage sans amour par inertie et par fierté. Elle boit pour faire face, en veut à ses enfants et s'emporte quand elle se sent mal aimée, tout en niant que quelque chose ne va pas. Sa relation avec Jerry montre comment sa supériorité intellectuelle devient un poison émotionnel. Beth n'aime pas Jerry. Elle s'ennuie de lui, est frustrée par sa médiocrité et ouvertement dégoûtée par son manque de courage. Mais chaque fois qu'elle a la chance de le quitter pour de bon, elle hésite ou fait marche arrière. Elle reste parce que partir signifierait admettre qu'elle a gâché sa jeunesse avec le mauvais homme, qu'elle a choisi la sécurité plutôt que le défi, qu'elle a fait une erreur. Lorsqu'ils se séparent, Beth se sent libre un instant, puis sombre dans une crise identitaire. La situation de Space Beth révèle le point culminant logique de ces schémas d'évitement. Dans Rick convenant morte, nous apprenons que Beth et Space Beth entament une relation amoureuse parce qu'elles sont la même personne et que personne d'autre ne les comprend. Beth est tellement désespérée d'être vue, tellement peu disposée à admettre qu'elle est émotionnellement isolée, qu'elle commence littéralement à sortir avec elle-même. Elle le justifie comme de l'auto-soin, un lien sain et un moyen de se sentir complète. Mais ce que cela révèle, c'est son incapacité à nouer des liens authentiques avec les autres. Même quand Rick met Morty en danger, déstabilise leur foyer et révèle tout ce qui la sécurise, Beth reste à ses côtés. Elle le défend, l'excuse, place son intellect au-dessus de son caractère destructeur et son approbation au-dessus de ses propres instincts. Son complexe de supériorité, la poussant parfois à se croire au-dessus des autres pour masquer ses insécurités, crée une boucle de rétroaction où son intelligence renforce ses problèmes émotionnels au lieu de les résoudre. Elle confond contrôle et force, refuse l'aide car en avoir besoin impliquerait une faiblesse et s'entoure de personnes qu'elle peut soit réparer soit dominer, car des égos menaceraient son illusion de supériorité. En somme, elle représente le type le plus tragique de potentiel gâché. Quelqu'un d'assez brillant pour reconnaître ses problèmes, mais trop endommagé émotionnellement pour les résoudre. C'est comme regarder une chirurgienne douée opérer tout le monde sauf elle-même, utilisant toutes ses compétences pour maintenir les blessures qui la tuent à petit feu. Son intelligence pourrait être son salut, mais elle a préféré l'orgueil. Son QI estimé 130, très intelligent avec de fortes capacités d'analyse et une formation médicale, mais son dysfonctionnement émotionnel et son besoin pathologique de contrôle l'empêchent d'appliquer cette intelligence à sa propre vie. Il y a un personnage qui lui ressemble beaucoup avec le même genre de fierté, mais elle l'assume contrairement à Beth, qui n'est pas prête à se remettre en question. C'est une chirurgienne avec des problèmes d'abandon et un clone en orbite, et nous ne sommes qu'à mi-chemin. Cliquez sur s'abonner avant que les plus intelligents ne commencent à détruire les lignes temporelles.
Space Beth agit comme si elle s'était débarrassée de tout le fardeau de la Beth ordinaire, mais la vérité révèle qu'elle l'a simplement reconditionnée en agressivité. Elle est plus vive au combat, plus rapide à agir et plus décisive en cas de crise. Mais là où Beth la régulière se cache derrière le contrôle et la fierté, Space Beth se cache derrière le mouvement. Elle résout ses problèmes en les fuyant, en les détruisant ou en faisant semblant qu'ils n'existent pas. Pour quelqu'un qui se dit libre, Space Beth passe beaucoup de temps à prouver qu'elle est toujours coincée dans les mêmes schémas psychologiques, mais avec des bottes plus cool et un plus gros flingue. Space Beth ne veut pas seulement être indépendante, elle veut être définie par son indépendance. Chaque pic sarcastique et sourire suffisant devient une brique de plus dans le mur qu'elle construit pour éviter la question plus profonde. Si la liberté la rendait heureuse, pourquoi est-elle revenue? Parce qu'au fond, Space Beth ne veut pas être séparée. Elle veut être choisie. Son intelligence est canalisée vers des justifications élaborées pour éviter des émotions qui pourraient réellement la libérer, un peu comme Rick. Space Beth est un personnage majeur de Rick et Morty, qui est soit la Beth Smith originale de la dimension C31, soit un clone d'elle. À la fin des ABC de Beth, Rick a créé un clone de Beth avec tous ses souvenirs, et incapable de décider s'il voulait ou non sa fille dans sa vie, il a délibérément mélangé leurs positions afin de ne pas savoir quelle Beth était le clone. Au moment de Star Mort Return of the Jerry, Space Beth a vécu plusieurs aventures spatiales pour atteindre le statut de personne la plus recherchée de la galaxie. Elle retourne sur Terre pour tuer Rick pour lui avoir menti, ainsi que l'autre Beth, mais Rick lui fait voir que l'autre Beth a aussi une puce. Elle semble vouloir venger son père, même si sa haine semble s'être atténuée à la fin, puisqu'elle retourne vivre avec son homologue terrestre et sa famille. Space Beth agit comme si toute son identité tournait autour de l'idée d'avoir fait le bon choix. Elle se vante de sauver des galaxies, considère la vie terrestre comme insignifiante et critique Beth pour tout, de son rôle de parent à ses vêtements. Mais sous cette confiance se cache quelqu'un qui a désespérément besoin de se sentir comme une meilleure version de Beth. Elle mesure sa valeur par rapport à la femme qui est restée, traitant leur relation comme une compétition qu'elle doit continuer à gagner. L'autotromperie de Space Beth, motivée par son intelligence, provient de sa réintégration dans les dynamiques terrestres. Dans Star Mort Rick, Retour du Jerry, Space Beth s'implique dans une bataille entre la nouvelle Fédération Galactique et la famille de Rick avec presque aucune hésitation. Elle fonce droit dans le chaos, confronte Rick avec un pistolet sur lui et suppose qu'elle est traquée, ce qui était en fait basé sur une poignée de suppositions. Lorsque Beth, qui pense que Rick ne veut pas qu'elle revienne, découvre l'engin explosif dans son cou, l'épisode prend une tournure différente. Plutôt que de chercher des éclaircissements ou d'examiner la complexité de la situation, elle saute à la conclusion qu'elle a été trahie. Cette réaction montre qu'elle perçoit la confrontation comme une source de clarté. L'approche de Space Beth face aux conflits familiaux montre le même schéma, agir au lieu de poser des questions. Lorsqu'elle découvre l'appareil similaire de l'autre Beth, au lieu de reconnaître la position impossible de Rick, elle le perçoit comme une manipulation qu'elle doit surmonter par la force. Elle suit le même schéma dans Betty Twin Stank quand Space Beth revient pour Thanksgiving. Elle revient sur Terre avec l'assurance d'une adolescente rebelle qui a enfin déménagé et s'est coupé les cheveux juste pour narguer ses parents. L'intrigue la montre s'efforçant systématiquement de prouver sa supériorité sur la Beth ordinaire, tout en cherchant désespérément à valider ses choix de vie. Le moment culminant du dysfonctionnement émotionnel de Space Beth survient lors de son implication romantique avec Beth normale. Sa relation avec Beth commence à se développer après qu'elles aient partagé une bouteille de vin vénusien après le dîner. Space Beth encourage Beth à être la personne qu'elle veut être et à ne pas se retenir, soulignant qu'elles peuvent tout se dire. Ce qui suit révèle la profondeur de l'isolement psychologique de Space Beth, qui sort littéralement avec elle-même parce qu'elles sont la même personne et que personne d'autre ne les comprend. La belle tragédie ici montre exactement comment Space Beth fonctionne. Elle coupe court aux intermédiaires et sort avec une version d'elle-même qui connaît déjà le scénario. Elle se dit que c'est de l'amour, mais Space Beth a choisi le partenaire le plus sûr émotionnellement imaginable et a appelé ça la liberté. Alors que Space Beth veut prendre leur relation au sérieux, Beth a toujours des sentiments pour Jerry et veut rester avec sa famille. La réaction de Space Beth à cela a montré à quel point elle peut devenir instable lorsqu'elle est rejetée. Et donc elle devient territoriale, commence à insulter Jerry et fait pression sur Beth pour qu'elle abandonne sa vie. Mais après que Jerry découvre que sa femme a une liaison avec son double, Space Beth montre son incapacité à gérer des situations émotionnelles complexes.
Elle continue de le rabaisser tout au long de Betty Twin Stank et encourage Beth à le quitter définitivement, sans égard pour ses sentiments concernant leur relation. Elle l'a ensuite accusé d'être contrariée que ce soit à propos de lui, le traitant de pervers quand elle découvre qu'il aime les regarder s'embrasser. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit. Elle se rend compte qu'elle est excitée par lui, l'autorisant avant de l'inviter à se joindre à elle. Nous savons tous ce qui va se passer ensuite. La réaction de Space Beth à cette résolution démontre sa confusion fondamentale quant à ce qu'elle veut réellement. Plutôt que d'y voir un compromis sain qui permet à chacune de satisfaire ses besoins, elle l'interprète comme une nouvelle victoire dans sa compétition permanente avec Beth la normale. On l'entend dire qu'elle sait ce que Jerry aime, traitant l'intimité comme une compétence à maîtriser plutôt qu'une connexion à vivre. Les conséquences révèlent le problème fondamental de Space Beth. Elle traite l'inconfort comme une menace. Lorsque les situations émotionnelles deviennent complexes ou ambiguës, elle se fige ou se tourne vers l'agressivité. Elle préférait tirer au laser plutôt que d'admettre qu'elle a perdu. Le fait que Space Beth évite la réflexion en se basant sur le mouvement crée des problèmes en cascade dans toutes ses relations. Pour quelqu'un qui critique constamment son père, Space Beth passe un temps suspect à essayer de l'impressionner. Elle agit de manière détachée lorsque Rick ne la reconnaît pas, haussant les épaules face à son indifférence comme si cela ne la blessait pas. Mais plus elles passent de temps ensemble, plus il devient évident que Space Beth veut que Rick valide sa décision de partir. Elle veut qu'il dise qu'elle est la vraie, ou la meilleure, ou la fille qu'il aurait dû élever. Rick ne lui donne jamais cette validation. Il évite de choisir. Donc Space Beth se déchaîne de manière plus subtile. Elle conteste sa logique, rivalise avec sa technologie et affiche son indépendance tout en espérant qu'il la poursuivra. Malgré toute sa rébellion, elle est toujours dans la même orbite émotionnelle que la Beth habituelle. Elle prétend être heureuse de sa vie et avoir trouvé un sens à son existence, mais dès qu'elle est de retour auprès de sa famille, tout cela commence à s'estomper. Elle devient jalouse du lien que Beth a avec les enfants. Elle devient possessive envers Jerry, et dans les épisodes suivants, elle rivalise ouvertement pour l'affection et l'attention parce qu'elle ne supporte pas l'idée d'être l'autre Beth. En réalité, elle veut toujours les mêmes choses que son clone. Être aimée, être indispensable et compter plus que Rick ne l'avait jamais laissé faire. Elle agit comme si elle avait surmonté son traumatisme, mais en réalité, elle l'a juste instrumentalisé. Dans Star Wars Rick Turn of the Jerry, elle imagine immédiatement le pire quant aux intentions de Rick et traite chaque situation comme une bataille à gagner plutôt qu'un problème à résoudre. Son approche de la Fédération Galactique illustre parfaitement ce schéma. Plutôt que de chercher des solutions diplomatiques ou de comprendre les complexités politiques en jeu, Space Beth se jette dans la rébellion comme une autre forme de mouvement. Plus elle évite l'introspection, plus elle devient imprudente. Ses aventures deviennent de plus en plus Star Warsiennes, comme le dit Rick, suggérant qu'elle tombe dans des schémas familiers plutôt que de progresser. En quittant sa famille dans Betty Twin Stank, elle promet de veiller sur son petit-fils, mais ce geste révèle son incompréhension fondamentale du lien. Elle veut les avantages émotionnels des relations familiales sans la vulnérabilité qui les rend significatives. Space Beth représente le type le plus dangereux de potentiel gâché d'une personne suffisamment brillante pour résoudre des problèmes tactiques complexes, mais trop immature émotionnellement pour reconnaître que son véritable ennemi est elle-même. Son intelligence pourrait être son salut, mais elle refuse de s'arrêter de courir assez longtemps pour se regarder en face, et toute cette intelligence continuera de tourner en rond dans les mêmes schémas destructeurs. Le QI estimé de Space Beth, 125. Malgré de grandes capacités à résoudre les problèmes et une intelligence adaptative dans les situations d'urgence, elle est incapable d'utiliser cette intelligence pour son développement personnel. Elle est piégée émotionnellement par des problèmes de validation, comme le personnage suivant. Mais elle a hérité du meilleur des deux Beth et peut s'adapter à presque toutes les situations. Summer Smith. La première-née de Beth est souvent négligée dans la hiérarchie familiale parce qu'elle n'est pas un génie, pas une scientifique et pas traditionnellement puissante. Mais elle compense par son adaptabilité. Quand tout s'écroule, l'été pivote. Elle suit le mouvement, s'adapte rapidement et trouve sa place dans le chaos. Bien qu'elle soit souvent la personne la plus stable émotionnellement dans la pièce, son jugement a tendance à s'effondrer dès que Rick s'en mêle, car elle aussi cherche son approbation, comme sa mère. Elle veut être utile. Et en essayant de gagner cela, elle sacrifie parfois la conscience de soi qui la rend forte. Summer opère juste en dessous du niveau de génie, mais bien au-dessus de la moyenne.
Elle est émotionnellement intelligente, socialement perspicace et réagit vite. Elle assimile rapidement les nouveaux systèmes, apprend de ses erreurs et montre une croissance à long terme plus importante que presque n'importe qui dans la série. Mais son intelligence brille quand elle est seule. Quand elle gravite autour de quelqu'un comme Rick, cela est enseveli sous ses insécurités, qu'elle a héritées de sa mère. Bien que Summer ne soit pas aussi douée scientifiquement que son grand-père, elle reste une adolescente très intelligente et agile, du moins comparée au reste de sa famille. Mais elle est aussi sociopathe et narcissique. Comme son grand-père, de la même manière que Morty réagit, mais seulement lorsqu'il est vraiment poussé à bout. Cependant, Summer semble plus facilement capable d'accéder à ces éléments de sa personnalité lorsqu'elle est soumise à l'influence de son grand-père Rick pendant une période relativement courte. Summer a constamment démontré qu'elle gère mieux les crises que quiconque dans sa famille. Elle a une intelligence pratique que les autres n'ont pas. Elle saisit rapidement les dynamiques sociales. Elle lit les ambiances et adapte le ton selon la personne à qui elle s'adresse. Et quand elle est acculée, elle se montre plus assurée que Morty ou Rick d'ailleurs. Le parfait exemple de sa gestion de crise intelligente peut être vu dans l'épisode Les Ricks doivent être fous, lorsque Rick et Morty voyagent à l'intérieur de la batterie de la voiture pour la réparer et laissent Summer attendre dans la voiture, lui ordonnant de la garder en sécurité. Les choses prennent une tournure inattendue lorsque la voiture de Rick commence à utiliser des tactiques défensives extrêmes pour protéger Summer de différentes situations, ce qui l'horrifie car l'interprétation de la voiture de la maintenir en sécurité implique des blessures brutales. Dans cet épisode, un homme s'approche de Summer et se met à frapper à la fenêtre, lui ordonnant de sortir, mais la voiture déploie un bras à l'arrière et le découpe en cubes avec un laser. La réaction immédiate de Summer révèle sa boussole morale, car elle n'est pas amusée, mais horrifiée. La situation dégénère lorsque davantage de personnes s'impliquent, menant à une impasse militaire totale. Pour clarifier, la voiture de Rick est tout à fait capable de détruire tout sur son passage. Mais quand Summer lui a interdit de faire violence, elle n'a rien fait. Summer a des capacités uniques de résolution de problèmes sous pression, car elle n'a pas accepté les solutions violentes de la voiture et a négocié avec l'IA pour trouver des mesures de sécurité moins létales. Elle est en fait devenue le centre moral de tout l'épisode simplement en restant calme et en réfléchissant. Cela représente sa force principale. Elle devient la personne la plus raisonnable de la pièce quand personne ne regarde. Cela démontre l'intelligence unique de Summer. La voiture crée un traité de paix entre les humains et les araignées géantes télépathes qui étaient en guerre active en échange d'une sécurité garantie. Mais quand Rick et Morty reviennent, ils vont manger une glace et Rick se plaint que la sienne est pleine de mouches, ce à quoi la serveuse répond que c'est à cause du traité de paix présidentiel. Et donc, Rick commence à réprimander Summer pour avoir gâché la glace. Ces conséquences révèlent la position de Summer dans la famille. Elle résout des problèmes complexes avec créativité et intégrité morale, mais est blâmée pour les conséquences qui en découlent. Son intelligence a fonctionné parfaitement pendant la crise, mais elle n'est pas reconnue pour avoir empêché une guerre ou sauvé d'innombrables vies. Le mode de gestion de crise intelligente, suivi d'une recherche d'approbation de Summer, crée des problèmes en cascade dans ses relations. Dans Rick Mansing the Stone, alors que Morty pleure le divorce de ses parents, Summer se jette à corps perdu dans une apocalypse à la Mad Max. Elle prend pour petit ami un chef de guerre, s'adapte à une société où c'est tuer ou être tué, et prospère. Mais sa confiance relève plus du déni que de la force. Elle utilise le désert pour enterrer ses sentiments, un peu comme Space Bess. Elle veut se sentir grande dans un endroit où tout est sauvage et dénué de sens. Ainsi, elle n'a pas à penser à la maison ou au fait que sa famille vient d'exploser et que personne ne lui a demandé comment elle allait. Rick ne l'arrête pas, mais l'encourage, car il aime que les gens deviennent des extensions de lui-même. L'intelligence de Summer est constamment sapée par son besoin de validation des pires personnes. Dans les ABC de Beth, elle se lance dans une dispute mesquine avec Morty pour savoir qui Rick préfère, puis risque sa vie juste pour gagner la compétition. Dans Big Trouble in Little Sanchez, elle aide à cloner Rick en une version plus jeune de lui-même, sans considérer ce que cela pourrait déclencher. Ces décisions révèlent la contradiction fondamentale de Summer. Elle est assez intelligente pour savoir quand on se sert d'elle, mais sur le moment, son besoin d'être vue est plus fort que son jugement. Elle ne veut pas le contrôle. Elle veut la preuve qu'elle compte. Qu'elle est plus qu'une sœur de second plan. Sa relation avec Rick montre comment son intelligence est corrompue par son influence. Wetquatamortican Summer montre comment Summer fait les corvées de Rick pour obtenir ce qu'elle veut.
Au début de l'épisode, elle reçoit un curseur d'attributs en guise de paiement pour avoir nettoyé son désordre. Plus tard, Summer exprime sa déception car Morty obtient tout gratuitement. La réponse de Rick révèle sa compréhension manipulatrice de la psychologie de Summer. Rick explique alors que Morty est un chien et que les gens ont des chats car leur affection se mérite. Cette dynamique maintient Summer piégée dans un cycle où son intelligence sert les besoins de Rick plutôt que son propre développement. Quand Summer mène sans l'interférence de Rick, les choses fonctionnent réellement. Elle a toujours montré qu'elle gérait mieux les crises que n'importe qui d'autre dans sa famille. Dans des épisodes comme Gazorp et Promortius, elle finit par être celle qui navigue dans des civilisations étrangères, négocie des trêves ou tire Morty et Rick d'affaire. Dans l'éducation de Gazorp, après avoir été renvoyé à cause du sexisme de Rick, Summer se voit offrir l'occasion parfaite de prouver ses capacités. L'accompagnant en mission sur une planète matriarcale, Summer parvient à prendre les choses en main, Rick étant contraint de se faire passer pour son esclave, et elle réussit à leur sauver la vie à tous les deux lorsque la situation dégénère. En s'intégrant facilement à la société matriarcale et en sachant communiquer efficacement avec les femmes extraterrestres au moment où elle et Rick sont sur le point d'être exécutés, Summer s'impose comme une compagne extrêmement utile pour Rick, mais ses succès sont éclipsés par son besoin constant de son approbation. La force de l'été a un prix. Elle réagit toujours, s'adapte toujours au chaos des autres au lieu de tracer sa propre voie. Elle ne prend pas autant d'initiatives qu'elle ne survit. Son intelligence se manifeste par une maturité émotionnelle et une perception sociale qui dépasse celle de la plupart des membres de sa famille. Elle décode rapidement les dynamiques sociales, adapte son style de communication et maintient une clarté morale sous pression. Mais ses compétences sont enfouies sous l'insécurité lorsqu'elle essaie d'impressionner des gens qui ne méritent pas ses efforts. QI estimé de Summer Smith 115, intelligence supérieure à la moyenne avec une forte intelligence émotionnelle et sociale, mais son besoin de validation et son comportement de recherche d'approbation l'empêchent d'utiliser pleinement ses capacités considérables. Elle pourrait survivre à tout, mais cela ne veut pas dire qu'elle prend de bonnes décisions. Et les gens au-dessus d'elle réécrivent juste les règles. Appuyez sur s'abonner si vous êtes prêt pour les personnages qui brisent réellement le système. Summer représente le potentiel le plus gâché de la famille Smith, car elle est trop obsédée par la validation externe pour développer ses capacités. Cela s'applique également au personnage suivant, qui suit les mêmes schémas. Mais la différence est qu'il est émotionnellement dépendant de Rick, ce qui empêche son intelligence d'évoluer. Morty Smith est l'une des évolutions de personnages les plus captivantes de la télévision. Il est passé de l'acolyte impuissant de Rick à un partenaire réellement compétent qui sape constamment sa propre croissance par un besoin désespéré de validation et d'amour. Morty a commencé comme le maillon faible, toujours dépassé et à peine capable de suivre le rythme du monde de Rick. Mais contrairement à la plupart des personnages de la série, Morty évolue. Il devient plus vif. Il pose plus de questions à Rick. Il apprend de ses erreurs, même si les leçons s'accompagnent d'un traumatisme permanent. On peut suivre son évolution saison après saison, et quand les nouveaux épisodes arrivent, il n'est plus le faire-valoir impuissant. C'est un associé. Pas toujours un bon, mais un partenaire quand même. Pourtant, même si son intelligence augmente, Morty reste vulnérable aux émotions. Il veut être aimé, respecté et compris. Il veut que les gens pensent qu'il est capable. Et lorsque ses besoins sont déclenchés, sa logique s'effondre. La différence, maintenant, c'est que lorsqu'il échoue, c'est parce qu'il ignore ce qu'il sait déjà. La faiblesse de Morty pour la validation émotionnelle est constante, mais elle n'est nulle part plus évidente que dans la rapidité avec laquelle il tombe amoureux de presque toute personne qui lui témoigne de la gentillesse. Dans Rick Potion 9, il demande à Rick de l'aider à conquérir Jessica. La potion tourne mal, fait muter la planète entière et finit par créer un enfer post-apocalyptique rempli de Cronenberg. Rick et Morty abandonnent complètement leur dimension d'origine. Morty doit littéralement enterrer une version de lui-même dans le jardin. On croirait que l'expérience lui aurait appris à arrêter de chercher la validation de ses coups de cœur. Mais le cycle se répète dans l'épisode Le bain d'acide, où Morty utilise un bouton de réinitialisation de la réalité pour perfectionner des rencontres romantiques, mais finit par détruire des milliers de vies et de chronologies juste pour maintenir une relation. La relation de Morty avec Rick est une lutte constante entre vénération et ressentiment. Il sait que Rick est brillant,
mais il sait aussi que Rick est manipulateur, égoïste et souvent émotionnellement violent. Morty oscille entre l'admiration pour Rick et la rébellion contre lui. Dans l'épisode Le bain d'acide, Morty remet ouvertement en question la logique de Rick, se moque de ses méthodes et exige du respect. Rick riposte en humiliant Morty avec une leçon tordue sur les conséquences. Morty devait riposter, mais l'erreur fut de croire que Rick jouerait franc jeu. Morty oublie que Rick ne croit pas en l'égalité, et chaque fois que Morty est sur le point de le dépasser, Rick le rabaisse. Au fur et à mesure que la série progresse, Morty commence à montrer des éclairs de véritable réflexion tactique. Il devient meilleur pour évaluer le danger, planifier des évasions et gérer des décisions à enjeu élevé. Dans One Crew Over the Cuckoo's Morty, il devient suffisamment conscient de lui-même pour déconstruire tout un genre de récit de braquage en anticipant chaque mouvement, en déjouant les manipulations et finalement en s'éloignant du chaos, conscient de l'absurdité de tout cela. Malgré tout ce qu'il a appris, Morty s'effondre toujours dès qu'il se sent important. Son désir d'être spécial, plus fort, plus intelligent ou aimé prend le pas sur sa logique dès que c'est à portée de main. Dans A Rick Convenient morte, Morty se retrouve dans une relation intense avec Planetina, une super-héroïne élémentaire littérale. Au début, il est heureux de sortir avec quelqu'un de puissant, quelqu'un qui le valorise. Mais quand Planetina devient dangereuse, Morty la défend aveuglément. Il se bat contre sa famille, refuse de lâcher prise et l'aide même à commettre des crimes. C'est la même erreur qu'il a faite avec Jessica, avec Unity, avec tout le monde. Morty substitue la connexion émotionnelle à la pensée critique. Et quand ce lien se brise, les conséquences sont catastrophiques pour son entourage. La tragédie, c'est que Morty sait de quoi il est capable. Il n'est tout simplement pas prêt à renoncer à être apprécié. Morty a commencé avec un QI de 95 à 100 en tant que personnage nerveux, réactif et lent à comprendre. Mais au cours des saisons les plus récentes, il travaille plus près de 115, voire 120 un bon jour. Il apprend, il s'adapte et évolue d'une manière que les autres personnages ne font pas. Le QI estimé de Morty Smith, 95 à 120. Une intelligence en évolution rapide avec une forte reconnaissance des formes et une pensée tactique. Mais la dépendance émotionnelle et la recherche de validation sapent constamment sa croissance et son potentiel. Il n'est pas bête, il n'est juste pas encore libre. La plus grande preuve en est Evil Morty. La version de lui qui s'est complètement détachée de Rick a formé sa propre idéologie et a exposé les vérités terrifiantes derrière la courbe finie centrale. Evil Morty est ce qui arrive quand Morty ne recherche pas l'approbation de Rick, et c'est ce que nous allons aborder ensuite. Le Morty maléfique, le double de Morty, n'est peut-être pas le plus intelligent de la pièce, mais c'est lui qui a construit la pièce, l'a piégé, a enfermé tout le monde à l'intérieur et est parti sans aucun remords. C'est un personnage très calculateur, et contrairement au Morty normal, qui oscille entre croissance et régression selon la façon dont Rick le traite, le Morty maléfique n'a pas besoin de l'approbation de Rick. En fait, toute son existence est bâtie sur le rejet de celle-ci. Tout chez lui, de son ton à ses tactiques, suggère une planification à long terme. Il ne monologue que si cela sert un but. Il ne devient personnel que si cela lui donne un avantage. Et même si nous n'avons pas encore vu l'étendue de son plan final, les étapes que nous avons déjà vues le placent bien au-dessus de tous les autres Morty et de la plupart des Rick. Evil Morty représente l'évolution ultime de ce qui se passe quand un Morty se libère complètement du contrôle psychologique de Rick. Là où Morty, le Morty habituel, recherche toujours la validation et lutte contre la dépendance émotionnelle, le Morty maléfique a atteint quelque chose de bien plus dangereux, un détachement émotionnel complet vis-à-vis des systèmes qui définissent l'existence de tous les autres. La première apparition d'Evil Morty dans l'épisode Rick Potion 9 a donné le ton de sa véritable personnalité. Une version de Morty qui ne cherche pas à dominer les gens, mais à manipuler les systèmes. Il se cache derrière un Rick maléfique et lobotomisé, met en scène de fausses preuves pour piéger un autre Rick et laisse le multivers faire le sale boulot. Pendant que tout le monde court après des leurs, Evil Morty se fond dans le décor, écrivant du code qui lui permet d'échapper à la détection. Le génie de son plan initial était la diversion. Alors que tous les Ricks se concentraient sur la recherche du cerveau, ils ont complètement négligé la possibilité qu'un Morty puisse tout orchestrer. Leurs propres opinions sont devenues leur angle mort et Evil Morty a parfaitement exploité cela. Quand Evil Morty revient dans le Ricklantis Mix-Up, il n'est plus un étranger.
Il s'est intégré au système politique de la Citadelle en tant que candidat Morty, qui se présente à la présidence lors d'une élection réservée aux Morty. Cette fois, il a déjoué Rick dans pratiquement toutes ses versions. Il gagne en se faisant passer pour modéré, en prétendant se soucier des pauvres, en promettant l'espoir dans un système de classe Morty brisé, conçu pour être désespérant. Mais dès qu'il prend le pouvoir, il exécute toutes les factions adverses, y compris les Ricks qui l'ont soutenu. La campagne d'Evil Morty était axée sur l'accès, et une fois qu'il l'a eu, il a appuyé sur un bouton que tous les autres avaient trop peur de toucher. L'élection présidentielle a révélé qu'Evil Morty possédait une qualité terrifiante, sa capacité à comprendre et manipuler l'espoir lui-même. Il savait exactement ce que les Morty désespérés voulaient entendre, le leur livrait de manière convaincante, puis utilisait leur confiance pour obtenir le pouvoir nécessaire à son véritable programme. Dans Rick Mariah Jack, Evil Morty révèle sa plus grande réussite. Il a découvert l'existence de la courbe finie centrale, le pare-feu multiversel qui sépare les univers où Rick est l'homme le plus intelligent de ceux où il ne l'est pas. Il a exposé toute l'idéologie de Rick en un seul geste, détruisant l'histoire qu'il avait construite autour de lui. Le génie de la chose résidait dans la motivation. Evil Morty voulait échapper à la machine que Rick avait construite pour protéger son propre ego et démanteler le mensonge selon lequel les Ricks sont inévitables et les Morty jetables. La plupart des Ricks sont obsédés par l'idée d'être au centre de l'univers, et Evil Morty voulait juste en sortir. Alors il a trouvé le moyen de le faire et de s'échapper à travers la courbe finie centrale. C'était son choix de quitter entièrement le système, alors que tous les autres se disputent les miettes de pouvoir au sein du système de Rick. Ce qui rend Evil Morty si dangereux, c'est son contrôle émotionnel, car il ne bronche jamais sous la pression, tout comme Space Bess. Il voit d'autres Mortys essayer de se rebeller, mais toujours en quête de reconnaissance. Il voit les Ricks essayer de tout contrôler mais s'effondrer dès que leur autorité est remise en question. Evil Morty reste détaché de tout cela. Il comprend ce qu'est l'univers et ne perd pas de temps à faire semblant qu'il puisse être changé de l'intérieur. Ce genre de clarté demande plus que de l'intelligence. Cela exige un rejet total des rôles auxquels s'accrochent les autres personnages. Evil Morty a cessé d'être un Morty au moment où il a réalisé que le jeu était truqué et n'a jamais regardé en arrière une fois qu'il s'est échappé. Le plus troublant avec Evil Morty, c'est que nous ignorons toujours ce qu'il cherche réellement. Après être entré dans le multivers plus vaste, il ne prononce pas de discours de victoire, ni ne révèle de plan directeur. Il s'éloigne et cela signifie que son prochain mouvement pourrait venir de n'importe où, à n'importe quel moment. D'autres personnages veulent de l'attention, de la vengeance ou de la reconnaissance. Evil Morty veut la liberté et la seule raison pour laquelle nous ne l'avons pas revu, c'est parce qu'il n'a pas besoin de nous pour ça. Evil Morty est le rare personnage qui transcende véritablement la structure de pouvoir de la série. Ce n'est pas un Morty qui reflète les défauts de Rick. C'est une anomalie qui prouve que l'intelligence n'est pas une question de technologie. QI estimé d'Evil Morty. 14. Intelligence stratégique exceptionnelle, maîtrise émotionnelle parfaite et pensée systémique. Mais sa véritable force réside dans son rejet total des dépendances psychologiques qui limitent tous les autres. Il a détourné la citadelle, exposé tout le système de croyances de Rick et s'en est sorti sans broncher, et il n'est toujours pas numéro 1. Abonnez-vous, car la seule personne restante est la raison d'être de cette liste. Evil Morty est celui qui se rapproche le plus de Rick en termes de conscience philosophique. Mais Rick le surpasse toujours en intellect pur, en compétences technologiques et en domination multiverselle. Rick est le plafond. Tous les autres essaient juste de survivre sous son joug. Rick Sanchez. Il n'y a pas de débat, Rick Sanchez est le personnage le plus intelligent du multivers. Personne n'invente plus vite, n'improvise mieux ou ne comprend plus la réalité que lui. Il fabrique des cristaux qui arrêtent le temps à partir de déchets. Il améliore les planètes comme des applications. Il déjoue des dieux cosmiques, des policiers du temps et d'autres versions de lui-même chaque semaine. Si l'intelligence était mesurée uniquement par la puissance de traitement, Rick serait hors norme. Mais l'intelligence n'est pas le jugement. Ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la stabilité. Et c'est là que Rick s'effondre. Encore et encore. Son esprit est inégalé, mais sa maturité émotionnelle n'a pas dépassé celle d'un adolescent blasé. Il ne grandit pas et aliène tous ceux qui essaient de l'aimer. Et peu importe la fréquence de succès de ses plans, les résultats finissent toujours par être creux, autodestructeurs ou pire. C'est l'homme le plus intelligent de l'univers. Et il utilise cette intelligence pour tout saboter. Rick ne veut pas être compris.
Il veut être obéi. C'est pourquoi il s'entoure de versions plus faibles de lui-même, de Mortys moins compétents et de membres de sa famille trop traumatisés pour le défier. Il appelle ça la liberté, mais il s'agit de contrôle. L'exemple le plus clair est la courbe finie centrale, un filtre multiversel que Rick a aidé à créer pour isoler les réalités où il est toujours la personne la plus intelligente. Il a fait ça pour éviter d'être interrogé, remodelant essentiellement l'infini pour protéger son ego. Et puis, une fois cette structure bâtie, il s'y est enfermé et s'est convaincu que c'était un trône, alors que c'était une cage. Rick a tendance à s'accrocher aux seuls aspects qui le font se sentir supérieur, ce qui est de la peur déguisée en génie. Rick se targue d'être au-dessus des sentiments. Il traite les émotions comme des virus dangereux s'ils ne sont pas éliminés. Mais cette philosophie ne le rend pas rationnel. Cela le rend dangereux. Pour référence, il se transforme littéralement en cornichon, juste pour éviter la thérapie dans Pickle Rick. Puis il survit à tout un système d'égout en utilisant des rats et des organes recyclés, s'écrase dans un site secret du gouvernement et défaite une escouade paramilitaire entière juste pour prouver qu'il n'avait pas besoin d'aide. Il a risqué la mort, la torture et un conflit international plutôt que d'affronter une conversation sur son propre comportement, que beaucoup pourraient qualifier de pathologique. Le problème de Rick est qu'il en veut aux autres d'en avoir. Il se moque de Morty parce qu'il est émotif, manipule le besoin d'approbation de Beth et instrumentalise la loyauté de Summer, et quand quelqu'un s'approche trop, il l'abandonne ou le repousse avec cruauté. À ses yeux, les gens sont des fonctions. Morty est un rempart contre le conseil. Beth est une expérience de clonage ratée. Jerry est un élément comique. Même Bird Person, son seul véritable ami, est utilisé comme un pion dans la grande histoire de Rick. Dans les squanchies de mariage, Rick essaie de garder ses distances, avertit le groupe de ne pas aller au mariage, puis fait semblant d'être surpris quand les choses tournent mal. Mais quand Tammy se révèle être un agent de la Fédération Galactique et tue Bird Person, Rick s'enfuit au lieu de pleurer son seul ami. Après Monsieur Cacaboudin, bien sûr. Rick a accès à des réalités infinies, des réinitialisations sans fin et plus de pouvoir qu'aucun mortel ne devrait en avoir. Mais il boit jusqu'à l'inconscience, torture des versions de lui-même, sabote la paix et tue des dieux. Puis s'en plaint plus tard, parce que c'est juste sa nature. Dans Edge of Tomorty, Rick dit Rick Pit. Il meurt des dizaines de fois à travers les réalités, se réveillant dans des corps clonés et rejetant immédiatement chacun d'eux pour ne pas être assez Rick. Il ne peut même pas tolérer d'autres versions de lui-même parce qu'elles remettent en question l'illusion qu'il est la norme. Dans The Rick Shank Redemption, il démantèle la Fédération Galactique et la Citadelle d'un seul coup parce qu'il est en colère à cause d'un condiment. Il met littéralement fin à l'ordre intergalactique pour de la sauce Szechuan et il présente le tout comme une mission personnelle. Chaque fois que Rick atteint un plateau d'influence ou de paix, il le détruit. Et c'est parce qu'il déteste la sensation d'immobilité, car le chaos le maintient en vie. Et quand elle n'est pas là, il la crée. Son génie ne fait que lui donner de meilleurs outils pour enfouir ses émotions au lieu de le protéger d'elles. Dans Rick Mariah Jack, nous voyons enfin le passé de Rick. Sa femme et sa fille d'origine ont été assassinées par un autre Rick, et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de passer des décennies à construire de la technologie, à voyager entre les dimensions et à traquer cette version. C'est l'origine qu'il n'a jamais révélée et celle qui explique son obsession du contrôle. Mais une fois que Rick trouve son ennemi, il le rejoint au lieu de le tuer, construit la citadelle et devient partie intégrante du système qui lui a causé tant de souffrance. C'est là que l'intelligence de Rick le trahit le plus. Il sait ce qu'il a blessé et sait ce qu'il est devenu. Mais au lieu d'arrêter le cycle, il le renforce, le propage et devient le Rick que les autres Rick craignent par choix. Il se dit que c'est le seul moyen de survivre. Mais la vérité est qu'il ne sait pas qui il serait sans la douleur. Alors il le garde près de lui, même quand ça le dévore. Plus tard, lorsqu'il ressuscite Bird Person dans Richternal Friendshine of the Spotless Mort, il ne s'agit pas de soigner une amitié. Il s'agit de régler un détail. Evil Morty est celui qui se rapproche le plus de Rick en termes de conscience philosophique et d'indépendance stratégique. Mais Rick le surpasse toujours en intelligence pure, en capacité technologique et en domination multiverselle. Et son QI est hors norme. Facilement 17 centimes au plus, potentiellement au-delà des limites mesurables. C'est un inventeur, stratège, physicien, linguiste et tacticien interuniversel, pratiquement sans égal. Il déjoue les dieux, démantèle des civilisations et réécrit la réalité comme si de rien n'était.
Mais rien de tout cela ne l'a rendu sage. En fait, plus il devient intelligent, plus il est émotionnellement sous-développé. Aucune intelligence ne peut briser les cycles d'autodestruction dans lesquels il est pris à cause de son refus de gérer son deuil, de ses problèmes de contrôle qui sapent la confiance et de son arrogance qui remplace la prudence. Il est la preuve qu'être la personne la plus intelligente dans une pièce ne signifie rien si l'on ne sait pas comment y être heureux. Son blocage émotionnel et ses tendances autodestructrices transforment ses dons en armes contre son propre bonheur. Il a bâti un multivers qui se plie à sa volonté, mais aucune puissance n'a jamais pu le combler. Certains de ces personnages ont évolué, d'autres se sont effondrés, mais chacun d'entre eux a prouvé que l'intelligence seule ne garantit pas de faire des choix judicieux. Chaque personnage de Rick et Morty se bat autant contre son propre esprit que contre le monde qui l'entoure, et peu importe à quelle hauteur il grimpe, il trouve toujours de nouvelles façons de chuter. Si vous aimez ce genre d'analyse, abonnez-vous.